Bon dimanche, chers téléspectateurs de Web Info Télévision, bienvenue à suivre ces actualités. Ouvrons cette page rétro avec la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Les tensions d'un cran le lundi 5 janvier à Kibati, dans le groupement Louberiké, territoire de Walikale, où des violents affrontements ont éclaté entre les FARDC et des aimants rebelles. L'armée congolaise a mené une opération visant à déloger ces groupements armés de la localité. Des précisions dans ses commentaires. Des violents affrontements ont éclaté tôt dans la matinée de ce lundi 5 janvier à Kibati, une agglomération située dans le groupement Louberiké, territoire de Walikale au nord Kivu. Selon plusieurs sources locales, les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé une offensive contre les positions occupées par les rebelles dans cette zone, avec pour objectif de les déloger de la localité. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues et les premières heures de la journée plongea la population civile dans un climat de panique et de psychose. Des habitants joints au téléphone depuis Kachebere font état de fortes explosions et d'échanges de tirs nourris autour de Kibati. Ces nouveaux affrontements ont également perturbé la circulation dans la région. Le trafic est suspendu sur l'axe routier Kachebere-Mungazi, un tronçon important pour les échanges et les déplacements des populations locales. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'a été communiqué concernant d'éventuelles pertes humaines ou des déplacements des populations. Les autorités militaires locales ne se sont pas encore exprimées sur l'évolution de la situation. La zone de Walikale demeure confrontée à une insécurité persistante, marquée par la présence des groupes armés et des opérations militaires récurrentes au détriment des populations civiles. 2 jours plus tôt, le porte-parole intérimaire des FARDC a présenté à Kinshasa 15 prisonniers capturés lors des combats dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Parmi eux, 7 ont identifié comme le militaire rwandais. Les circonstances de leur capture et les implications de cette opération font l'objet de ces propos. 7 militaires et 8 civils. Nous commençons par le militaire rwandais. Mouyifundu Jean-Paul, il est major. Les majors, son unité, c'est la direction d'intelligence RDF. Son commandant direct de l'armée rwandaise, c'est le général de brigade Kaïmoua. Il a été capturé au front nord à Goma. Motif, espionnage. Seliumova Joseph, il est capitaine de l'armée rwandaise. Son commandant direct, c'est le major Sami Frank. Il a été capturé au front nord à Goma. Motif, espionnage. Iradupunda, Jean de Dieu, 2e classe. Son unité, c'est le 2e bataillon RDF basé dans le district de Muchiro au Rwanda. Son commandant direct, c'est le major Mourigane. Il a été capturé à Alimboum, dans le territoire de Boudé. Il a été blessé au pied et je me souviens que celui qui a pris l'avion accueilli à l'heure dans la terre. C'est Gaterama, Dieudonné, soldat de 2e classe. Son unité, c'est le 2e bataillon RDF basé à Lubavu. Son commandant direct, c'est le major Ruragiro. Il a été capturé à Massissi, à Kachebere, lors d'une embuscade. Nyomugabo Samuel, soldat de 2e classe, 2e bataillon RDF basé à Nyangezi. Son commandant direct, c'est le major Rugamboa Peter Claver. Il a été capturé au front sud-sud à Minemi. Boukuru Gilles, soldat de 2e classe. Il est du bataillon Vodacom RDF basé à Roumanga. Son commandant direct, c'est le colonel Sibamana JP. Il a été capturé à Kaziba, au sud, lors d'une embuscade, bien sûr. Et enfin,
Ndayambaji Aboubakar, soldat de deuxième classe. Il est du 103e bataillon RDF basé à Moussanzi. Son commandant direct, c'est le colonel Ngaba Edouard. Il a été capturé au front nord à Bokongo lors des opérations. Nous passons maintenant à la rubrique de civil. On commence par le Burundais. Toto Bikirimana Nicolas, le civil, a été arrêté à Ouvira. Motif: apologie du terrorisme au profit du M23 Red Tabara. Moïmana Audace, civil, arrêté à Ouvira. De connivence avec le M23 Red Tabara et en même temps, il le projet espionnage. Bizimana Eloge, les civils, il a été arrêté ici à Kinshasa pour espionnage au profit de 23 Red Tabara. Ndikumana Meras, civil, arrêté à Ouvira pour espionnage au profit de Red Tabara. 3 Tanzaniens, Fororesi Kamugisha, il a été arrêté à Ouvira pour espionnage au profit du M23. Revenez sur le nom. Fororesi. Ok. Kachini. Voilà. C'est un Tanzanien, il a été arrêté à Ouvira comme je l'ai dit. Deuxième, Omari Ahad Moutamira. Il a été arrêté à Ouvira pour espionnage au profit de M23. Isaka Anisi Mugeli. Il a été arrêté à Beni pour connivence avec l'ADF. Et enfin, un Ougandais qui répond au nom de Boni Iba Mugisa. Il est civil. Il a été arrêté à Beni pour espionnage au profit du ANPAC. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, la communication de l'armée. Donc, votre armée, c'est force de l'armée de la République démocratique. Et comme vous le savez, nous avons appelé cette activité point de presse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de questions. Il n'y aura pas de questions. C'est sûr que très prochainement, nous allons nous retrouver avec vous pour échanger. Il y a beaucoup de choses qu'on va se dire, mais pour aujourd'hui, souffrez qu'on reste un peu nouveau. En tout cas, je crois arriver à la fin de ma communication. Restons toujours dans le sillage de l'armée où le rappel à Kinshasa du capitaine FARDC Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations Ngemba, suscite une vive controversée. Après avoir dénoncé l'implication présumée d'acteurs politiques dans la milice Mobondo, sa mise à l'écart provoque l'indignation de victimes du plateau de Bateke et de plusieurs autorités coutumières qui dénoncent une tentative de faire taire la vérité. Les détails dans ce reportage. Les rappels à Kinshasa du capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole de la 11e région militaire et des opérations Ngeba, continuent de susciter des vives réactions. Officiellement rappelé par la hiérarchie militaire il y a environ une semaine, soit peu avant sa dernière sortie médiatique, l'officier avait notamment dénoncé l'implication présumée d'acteurs politiques dans la milice Mobondo.
Lors de cette intervention publique, le capitaine Mwalushai avait également mis en lumière les niveaux d'organisation de ces groupes armés, désormais considérés par l'armée congolaise comme une rébellion. Il avait évoqué une structuration hiérarchisée des miliciens, la détention des cartes assimilées à celles des soldats, ainsi que la rebaptisation de certains villages occupés dans les territoires de Kwamuto. Depuis l'annonce de son rappel, la polémique enfle sur les réseaux sociaux. La communauté des victimes du plateau de Bateke dénonce ce qu'elle qualifie de tentatives visant à étouffer des vérités révélées par l'armée sur la crise sécuritaire dans cette zone. Un des chefs coutumiers de Kwamuto, Stanis Libi, est monté au créneau pour fustiger toute éventuelle arrestation du porte-parole militaire. Il estime que les efforts devraient plutôt se concentrer sur les personnes citées dans les rapports annoncés par l'armée. Nous disons non à toute tentative d'arrestation du capitaine Anthony Mwalushai. Nous sommes derrière l'armée et nous soutenons ses efforts pour la paix. Les FARDC sont en train de lutter contre une rébellion montée de toutes pièces par des politiciens, a-t-il déclaré. Stani Libi a également appelé les chefs de l'État à soutenir les forces armées de la RDC dans leur mission de restauration de la paix. Ce sont les commanditaires de la milice Mobondo qui doivent être interpellés et non celui qui dénonce. On a l'impression d'un système de 2 poids, 2 mesures, a-t-il ajouté. De son côté, l'armée avait réaffirmé lors de la sortie médiatique du capitaine Mwalushai fin décembre sa détermination à mener jusqu'au bout les opérations de pacification et à restaurer durablement la sécurité dans les zones affectées par les violences de la milice Mobondo. À Lubumbashi, le général Edi Kapende a tenu lundi dernier un discours ferme devant les troupes de la 22e région militaire lors du repas des corps, symbole de cohésion au sein de l'armée. Il a appelé à la loyauté, à la discipline et à l'engagement total des soldats dans leur mission de défense de la patrie, tout en mettant en garde contre toute forme de trahison. Suivez ces propos. Pour protéger juridiction Nabiso, pour protéger population Nabiso, pour protéger Mboka Nabiso. Pour ça, je vous félicite. Mais le job n'est pas terminé. Maintenant, nous devons renouveler nos forces au maximum. Engagement Nabiso na loyauté et zalana maximum. Disponibilité Nabiso kolanda mibeko ya commandement et zala au maximum. Discipline kati Nabiso et zala au maximum. Pour gagner. Pour empêcher que le traître, les ennemis, ne continuent à endeuiller la République. Et l'armée travaille en groupe. Voilà pourquoi Tosangani. Solidarité ezalakati nabino. Soda moko azalakate. Il y a toujours les soldats. Ba soda et belé. Mokote. Talatina nalingi. Kati nabino. Quelle que soit différence, il y a unité na yo. Oza soda. Dans ces contextes, le président congolais Félix Tshisekedi était en visite de travail à Luanda le lundi 15 janvier où il s'est entretenu avec son homologue angolais Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Au cœur de ces échanges, la crise héréditaire dans l'est du pays et les procès diplomatiques en cours à Washington et à Doha. Commentaire. C'est une agression. En visite de travail en Angola, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu ce lundi 5 janvier 2026 avec son homologue angolais Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine et médiateur dans la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Les échanges ont été consacrés aux perspectives de paix dans une région toujours marquée par les violences liées au conflit avec l'AF-123, une médiation angolaise au cœur des efforts de paix. À l'issue de leur rencontre à Luanda, le chef de l'État congolais a salué l'implication personnelle de Joao Lourenço, qu'il considère comme un acteur clé dans la recherche d'une solution durable à la crise. Félix Tshisekedi a affirmé que la paix dans l'est du pays deviendra une réalité grâce à l'initiative et à l'engagement du président angolais mandaté par l'Union africaine pour conduire la médiation régionale. Des démarches diplomatiques coordonnées. Selon le président congolais, cette médiation s'inscrit dans une dynamique diplomatique plus large articulée autour de 2 processus majeurs. Le premier est celui de Washington qui a conduit à la signature en décembre 2025 d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous médiation américaine. Le second se déroule à Doha où des négociations sont en cours entre le gouvernement congolais et l'AF-123 avec la facilitation du Qatar.
Pour Kinshasa, la convergence de ces initiatives constitue une opportunité majeure pour mettre fin à des années d'instabilité dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les autorités congolaises estiment que la complémentarité entre la médiation angolaise, les engagements régionaux et l'accompagnement des partenaires internationaux pourrait ouvrir la voie à une paix durable, condition essentielle au retour de la sécurité et au développement dans l'Est de la République démocratique du Congo. 3 jours plus tard, Félix Tshisekedi a effectué une autre courte visite de travail en Angola, annonçant la décision de la RDC d'adhérer à l'initiative de paix portée par son homologue angolais Joao Lourenço. Une démarche diplomatique qui débute par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Suivez ses propos. À l'issue de la visite de travail du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président angolais Joao Manuel Gonçalves Lourenço a fait une déclaration officielle exprimant une profonde préoccupation face à la détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço s'est dit particulièrement inquiet des conséquences de cette crise sur les efforts diplomatiques régionaux et internationaux, notamment les processus de Washington et de Doha. Selon lui, ce cadre constitue aujourd'hui la seule voie crédible pour apaiser les tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda et favoriser le dialogue constructif entre les deux pays. Dans sa déclaration, le chef de l'État angolais a appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel ainsi qu'à la cessation de toutes les hostilités sur le terrain. Il a exhorté le gouvernement de la République démocratique du Congo, du Rwanda ainsi que le mouvement AFC M23 à respecter scrupuleusement les accords déjà signés dans l'intérêt supérieur de la paix et de la stabilité régionale. Joao Lourenço a également insisté sur la nécessité de placer la protection des populations civiles au cœur de toute démarche de règlement du conflit, rappelant que la crise actuelle continue de provoquer d'importantes souffrances humaines et des déplacements massifs de populations. Enfin, le président de l'Union africaine a lancé un appel solennel à l'ensemble des acteurs de la communauté internationale afin qu'ils s'unissent et soutiennent activement les initiatives diplomatiques en cours dans l'objectif de rétablir durablement la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo. Face à cette persistance des tensions dans l'est du pays, le vice-premier ministre du budget Adolphe Muzito a haussé le ton. Dans une interview accordée à France 24, il a affirmé que la RDC est capable d'investir jusqu'à 5 milliards de dollars en 5 ans pour renforcer son armée, au cas où le Rwanda, dirigé par Paul Kagame, refuserait la voie de la paix. Suivez ses propos. D'après vous, le Rwanda fait ce qu'il faut pour appliquer cet accord ou non ? Et jusque-là, le Rwanda ne fait pas ce qu'il faut pour appliquer cet accord. Nous ne sommes pas naïfs. Le président de la République, Tshisekedi, a voulu montrer à la communauté internationale la volonté de la République démocratique du Congo de finir avec cette guerre. Il a beaucoup voyagé. Lui, il a opté pour la voie diplomatique. Nous ne sommes pas naïfs. Et si le Rwanda veut la guerre, ils vont l'obtenir. C'est ce qui fait d'ailleurs que son gouvernement, le gouvernement que dirige Jonathan Tshibala, s'est préparé. Et nous avons un budget qui finance la guerre pour les 5 prochaines années. Nous avons mis de côté et nous avons prévu 5 milliards de dollars pour financer la guerre. Et nous pensons pouvoir être en mesure de continuer à défendre notre patrie en mettant en mouvement les moyens financiers dont nous disposons pour engager la guerre avec les Rwandais. Si les Rwandais ne veulent pas cette paix, comme on dit, qui veut la guerre qui veut la paix prépare la guerre. Alors, on va venir aux questions budgétaires, mais c'est vrai que l'AFC M23 contrôle la plus vaste étendue de territoire jamais occupé par un groupe rebelle en RDC depuis les années 90, les années 2000, et si jamais les rebelles décident d'aller vers le sud, c'est-à-dire vers la riche région minière du Katanga, est-ce que vous ne craignez pas un risque de déstabilisation du pays? Eh bien, nous avons signé l'accord pour qu'avec les Rwandais, nous retrouvions la voie de la paix. Et si les Rwandais ne veulent pas comprendre, et nous préparons véritablement, comme je viens de vous l'indiquer, nous avons le moyen financier, nous sommes en train de préparer nos armées à cet effet.
Donc le Rwanda obtiendra ce qu'il voudra de la part de notre pays. Toujours dans un contexte de guerre persistante, de graves accusations émergeant autour de la gestion des fonds destinés aux volontaires pour la défense de la patrie communément appelée Wazalendo, plus de 8 millions de dollars censés soutenir ces forces engagées contre le 23 dans le Kivu auraient été détournés et gaspillés à Kinshasa. Ces allégations sont portées par Jean-Claude Yabiarimana Mbite, alias Jules Moulumba, porte-parole de VDP Wazalendo. Suivez ses propos. Et notre motif qui fâche, c'est que le général Mayanga Wakishuba, qui est numéro 2 de la réserve armée de la défense, censé intégrer et encadrer les Wazalendo, s'est systématiquement opposé au détournement de 8 millions de dollars américains destinés à encadrer les Wazalendo. Argent que le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère de la Défense et du ministère des Finances, ont mis à la disposition de la réserve armée de la défense, mais que le lieutenant-général Padir Boulena, titulaire de Mayanga au sein de cette institution, a pu bouffer avec effectivement les conglomérats ou la mafia qui ne veut jamais que les chefs de l'État gagnent la guerre. Mayanga est parmi ceux qui ont dénoncé haut et fort, et selon nos informations, nos renseignements, ceci va même provoquer une réunion autour du ministre de la Défense où le général Mayanga n'a pas mâché les mots parce que lui, en tant que numéro 2, et le général Gaudens, numéro 3 de la RAD, n'ont jamais été associés ni de près ni de loin sur l'affectation de ces sommes d'argent qui sortent chaque mois au compte des Wazalendo, mais jamais utilisé pour cette fin. Cet argent étant distribué parmi la mafia orchestrée par Kabila dans les institutions ici, qu'il a pu diriger pendant 18 ans, plus 4% pendant lesquels il était chef d'état-major force terrestre, c'est aussi la cause la plus criante de l'arrestation arbitraire du général Mayanga. Pendant ces temps, à Butembo, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Evariste Kakule, a interdit la circulation des éléments armés de la milice Wazalendo à l'intérieur de la ville. Une mesure visant à renforcer la protection des populations civiles saluée par les synergies de VDP du Grand Nord lors d'une rencontre tenue hier. Reportage. Plus question pour le VDP de circuler avec des armes à feu dans les villes du Nord Kivu. Instruction du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, à ce partenaire des forces armées de la République démocratique du Congo ce 9 janvier 2026. Un ordre qui a été bien accueilli par la synergie de VDP Front Grand Nord devant le général de brigade Dieudonné Mugisa, commandant des opérations Sokola 1 Front Nord, Dixit John Mangaiko, leur porte-parole. Le gouverneur et toute l'équipe et toute sa suite, c'était pour nous sensibiliser pour que la paix ou la sécurité règne dans la ville de Butembo, que nous puissions cesser de circuler avec les armes dans des milieux où il y a la population, encadrer nos troupes pour les raisons de paix. Les VDP passent ainsi le message aux autres compatriotes et rassurent la population de Butembo et environ de leur engagement en faveur de la paix et du rétablissement de l'autorité de l'État en cette période où l'insécurité et le banditisme sont rapportés dans la région. Un engagement, nous nous sommes engagés il y a longtemps. Nous, on est à côté du gouvernement. Et comme les messagers là, nous, on obéit et vous allez constater la suite. Donc, nous sommes prêts à travailler en collaboration avec le gouvernement congolais. Pour rappel, la synergie des VDP Front Nord s'est engagée il y a peu à marcher selon les orientations des forces armées de la République démocratique du Congo. Malgré des accords signés sous l'égide des États-Unis et du Qatar, le processus de paix dans l'Est de la RDC reste au point mort. Entre accusations publiques, tensions régionales et usage incontrôlé des réseaux sociaux, la défiance généralisée fragilise un peu plus des négociations déjà très précaires. Plus d'explications dans ces récits. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, les initiatives diplomatiques en faveur de la paix peinent à produire des résultats tangibles.
En cause, une méfiance persistante entre les principaux protagonistes du conflit. Malgré les accords conclus sous la médiation des États-Unis et du Qatar, Kinshasa et l'AFC M23 restent en désaccord sur leur mise en œuvre effective, plongeant les processus de paix dans une impasse prolongée. Cette fragilité ne se limite pas au champ militaire ou politique. Elle s'étend désormais à la sphère diplomatique régionale et internationale. Le 3 janvier dernier, le ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, a brièvement publié sur les réseaux sociaux X un message accusant le Qatar d'exercer son influence financière pour empêcher Washington de prendre des sanctions contre les Rwandais. Le message, rapidement supprimé, a néanmoins suscité de vives réactions et mis en lumière les tensions latentes autour des efforts de médiation. Dans une région déjà minée par les soupçons, les rivalités géopolitiques et les accusations croisées, cet épisode illustre les dérives d'une diplomatie de plus en plus exposée aux réseaux sociaux. Loin de favoriser la transparence ou l'apaisement, ces sorties publiques non maîtrisées contribuent à fragiliser davantage la confiance entre les acteurs. Or, sans un minimum de confiance mutuelle, aucune médiation aussi bien intentionnée soit-elle ne peut aboutir. Dans l'est de la RDC, la paix reste ainsi suspendue à la capacité des parties prenantes à dépasser la logique des suspicions et à restaurer un dialogue sincère, condition indispensable à toute solution durable. Parlons justice militaire à présent. Une nouvelle étape est franchie dans le purge au sein des forces armées. Plusieurs hauts officiers, dont d'anciens proches du pouvoir, ont été transférés à la prison militaire d'Ndolo après une enquête de 6 mois du Conseil national de cyberdéfense. De quoi sont-ils accusés? Élément de réponse dans ces récits. La tempête judiciaire qui secoue les forces armées de la République démocratique du Congo s'intensifie. À l'issue d'une enquête approfondie menée pendant 6 mois par les experts du Conseil national de cyberdéfense, plusieurs hauts gradés ont été transférés à la prison militaire d'Ndolo à Kinshasa. Parmi les officiers concernés figurent le lieutenant-général Frank Bouamunda Ntumba, ancien chef de la maison militaire du président de la République, le général-major Christian Daiwel Okura, ainsi que les généraux des brigades Benjamin Katende Batubadila et Antoine Longonjo Lobanji, connus sous les surnoms de Lolo. S'ajoutent à cette liste les colonels Gilles Boele Bagolomé, les majors Jalambert Mbole Ngodili et plusieurs autres prévenus. L'enquête met également en cause des civils, notamment Jean-Marcel Kabeyambouyi, John Safari Bigaroura, John Nambu Letang, ainsi que le lieutenant-colonel Abba Sebakungu, brouillant davantage la frontière entre sphère militaire et réseaux civils soupçonnés d'activités subversives. Selon le CNC, des preuves irréfutables auraient été rassemblées contre les suspects. Ils sont poursuivis pour une série d'infractions graves, notamment association des malfaiteurs, complot contre les chefs de l'État, tentative d'assassinat, trahison par contact avec une puissance étrangère, violation des consignes militaires, clientélisme, diffusion des fausses informations sur les réseaux sociaux, offense au président de la République, incitation à s'armer contre l'autorité de l'État, et tribalisme. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de récomposition et d'assainissement de la hiérarchie militaire amorcée depuis 2025 par les autorités congolaises. Officiellement, ces mesures visent à renforcer la discipline, la loyauté et la cohésion au sein des FARDC dans un environnement sécuritaire marqué par les conflits persistants à l'est du pays. Si la présomption d'innocence demeure démise, ces arrestations spectaculaires traduisent néanmoins la volonté affichée du pouvoir de frapper fort contre toute velléité de déstabilisation interne, y compris au plus haut sommet de l'appareil sécuritaire. Face aux enjeux sécuritaires et diplomatiques du pays, le président de la République, Félix Tshisekedi, a décidé d'harmoniser la parole gouvernementale. Désormais, toute communication publique de membres du gouvernement sur la défense, la sécurité et la diplomatie devra faire l'objet d'une concertation préalable. La mesure a été annoncée lors du Conseil des ministres du vendredi 9 janvier 2026. Plus d'explications dans ce reportage. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a déclaré de resserrer le contrôle sur la parole publique de membres du gouvernement dans les domaines jugés sensibles.
défense, sécurité et diplomatie sont désormais soumis à un mécanisme obligatoire de concertation préalable avant toute prise de parole publique. La mesure a été annoncée à l'issue du Conseil des ministres du 9 janvier 2026 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Concrètement, toute déclaration dans ce secteur devra être validée à travers un dispositif coordonné conjointement par la présidence de la République, la primature et le ministère de la Communication. Objectif affiché, garantir la cohérence de la position officielle de l'État congolais et prévenir les risques diplomatiques ou sécuritaires liés à des déclarations non maîtrisées. Une décision qui intervient dans un contexte régional tendu, marqué notamment par la persistance du conflit armé dans l'est du pays et des relations délicates avec certains États voisins. Cette fermeté a fait suite à plusieurs épisodes récents jugés préjudiciables. Le général-major Sylvain Ekenge, alors porte-parole de FARDC, a été suspendu après des propos tenus sur les médias publics considérés comme contraires à la ligne officielle de l'armée. De son côté, le ministre de l'Agriculture Mwindo Nzangi a suscité une vive polémique après des déclarations impliquant des journalistes congolais dans la crise sécuritaire. Face à ce dérapage, une mise en garde claire a été adressée aux membres du gouvernement. Toute violation du nouveau mécanisme de concertation pourra entraîner des sanctions. Par cette décision, Félix Tshisekedi entend faire de la communication gouvernementale un outil stratégique étroitement aligné sur les impératifs de sécurité nationale et de diplomatie. Tenant compte de la précarité de plus de 100 000 réfugiés congolais installés au Burundi, le gouvernement de la RDC a dépêché une mission humanitaire de haut niveau à Bujumbura, conduite par la ministre des Affaires sociales F. Bazaïva et le ministre délégué à la francophonie et à la diaspora Crispin Bandou. La délégation est arrivée le vendredi 9 janvier avec de vivres et de biens non alimentés. Reportage. La situation des milliers de Congolais qui ont trouvé refuge à Bujumbura, capitale du Burundi, est très alarmante. Le gouvernement congolais a pris la mesure de la situation. Ce 9 janvier 2026, la délégation est conduite par Madame F. Bazaïba, ministre des Actions sociales, Affaires humanitaires, pour apporter l'aide du gouvernement. Nous avons plus de 100 000 Congolais qui sont ici, dans des sites de transit d'abord, ensuite dans des camps où on les a rassemblés pour mieux les gérer. Dans notre gibecière aussi de quelques tonnes de médicaments. Après l'aéroport, la ministre F. Bazaïba ainsi que le ministre Crispin Bandou se sont dirigés au ministère des Affaires étrangères du Burundi où les deux personnalités ont échangé avec le ministre burundais des Affaires étrangères. Ensuite, ils se sont dirigés vers le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Burundi avec la représentante résidente. C'était une réunion technique. Madame F. Bazaïba, la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, a eu le temps d'expliquer l'objectif de la mission ainsi que les réalisations qui seront faites sur place. Il y a cet appui à la construction des abris aux activités comme besoin de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement. Donc comment nous allons nous organiser pour l'approvisionnement de l'eau par des track water pendant 3 mois. Nous avons pensé à ça, sauf si vous qui êtes sur terrain vous dites qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est minime, c'est pas vraiment, ça ne peut pas couvrir tous les besoins, mais je pense que ça va aider. On a prévu quelques constructions, des hangars collectifs, au lieu que ça soit individuel. Nous avons pensé qu'avec des hangars collectifs où on alignerait les femmes avec enfants et les hommes de l'autre côté, ça pourrait peut-être aider, nous avons pensé, sauf si vous en disposez autrement, vous qui êtes là. Et nous avons prévu aussi des appuis, on a souhaité qu'il y ait des appuis en articles ménagers essentiels, comme des kits de dignité pour les femmes. Il y a quelques ustensiles de cuisine ou alors pour les sacs de couchage. Il y a aussi d'appui en vivres et aussi des appuis dans le secteur de la santé qui urgent actuellement et finalement appui aux personnes qui auront des besoins spécifiques, notamment l'assistance et l'accompagnement moral psychosocial.
Le gouvernement congolais insiste par ailleurs sur l'opération d'identification qui ne doit laisser place à aucune infiltration. Et enfin, dans l'identification, c'est une question très importante. Nous tenons à ça, à l'identification, pour qu'il n'y ait pas d'infiltration, l'identification de tous les Congolais, qu'il n'y ait pas d'infiltration, parce qu'en fait des comptes, c'est cette liste-là qui permettra que dès que la situation se normalise au pays, nous commencions au rapatriement. Donc il faut déjà en amont, nous agissions à devoir identifier correctement ceux qui sont dans les camps de réfugiés. Et aussi pour des raisons de sécurité. Vous savez, Champ et Chaudé a peur même de l'eau froide. Ce qui s'est passé à Gatumba, c'était justement des infiltrations en son temps qui ont fait que il y a eu ces problèmes-là. Nous ne voulons plus que ça puisse revenir. À près de 200 km de Bujumbura, la délégation gouvernementale va rencontrer ce samedi 10 janvier les déplacés qui ont trouvé refuge au Burundi. Cette semaine, à Goma, 22 corps de civils victimes de récents bombardements survenus à Massissi Centre ont été exposés le jeudi 8 janvier au stade de l'Unité pour des hommages publics. Une cérémonie marquée par des messages de dénonciation de violences armées persistantes dans plusieurs régions du pays, en présence des cadres du mouvement AFC M23. Reportage. Les autorités de l'AFC M23 ont compatis ce jeudi 8 janvier 2026 avec les familles des victimes des bombardements aveugles et semé la mort, endeuillé les populations civiles attribuées au régime de Kinshasa. Une journée funeste, lourde de douleurs, des recueillements, des silences et des sanglots pour l'ensemble de la communauté de Massissi, encore sous le choc de cette tragédie. Tout est parti d'un culte œcuménique organisé dans une atmosphère de deuil profond, de médiation et de prière, afin de rendre les derniers hommages à ces martyrs de la liberté et de la justice, brutalement arrachés à la vie par le régime de Kinshasa, laissant derrière eux des familles brisées et inconsolables. Au cours de cette cérémonie empreinte de gravité et d'émotion, l'administrateur du territoire de Massissi, Emmanuel Ndizeye Routebouka, est revenu sur de nombreux actes d'atrocité et de barbarie dont la population civile de Massissi est régulièrement victime, dénonçant avec une voix lourde de tristesse les bombardements aveugles de populations civiles par les régimes de Kinshasa. Un acte qui plonge des foyers entiers dans un deuil permanent et une souffrance sans mots. Mheshimiwa Coordinateur, kule tulizika tulichoka. Suko zilipiga raia kutoka Pinga kuja mpaka Masisi, kuja mpaka Katare, kuko umbali ambao hauko chini ya kilomita 150. Lakini avyo inatoka kule, inaacha jeshi yetu kule, inakuja inapiga raia. Changeons de chapitre, le gouvernement congolais a tenu à clarifier les procédures de mise en circulation de la nouvelle plaque d'immatriculation. Contrairement aux rumeurs, le véhicule déjà immatriculé ne sont pas immédiatement concernés. Les autorités ont annoncé une période de transition de 12 mois, insistant sur la lutte contre les fausses plaques minéralogiques. Le détail dans cet élément. Le gouvernement congolais a apporté des précisions sur le lancement de la nouvelle plaque d'immatriculation en République démocratique du Congo. Contrairement aux interprétations largement relayées, cette réforme ne concerne pas dans l'immédiat les véhicules déjà immatriculés et actuellement en circulation sur l'ensemble du territoire national. Selon les autorités, l'opération vise à prioriser tout véhicule destiné à entrer en circulation pour la première fois en RDC, c'est-à-dire les enjeux non encore immatriculés. De ces faits, deux types de plaques d'immatriculation coexisteront légalement durant une phase transitoire jusqu'au lancement officiel du processus de mise en conformité. Cette réforme s'inscrit principalement dans la volonté du gouvernement de lutter contre la prolifération de fausses plaques minéralogiques souvent émises en dehors du système intégré de la Direction générale des impôts DGI, une pratique qui échappe au contrôle de l'État et favorise la fraude.
Les automobilistes disposent d'un délai de 12 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. À partir de fin décembre 2026, les propriétaires de véhicules encore munis de l'ancienne plaque seront invités à se présenter à la DGI afin d'entamer le processus de mise en conformité. Les autorités tiennent toutefois à préciser qu'il ne s'agira nullement d'une réimmatriculation de véhicules, une pratique formellement interdite par l'article 59.d du Code de la route. L'opération considérera uniquement un échange de plaques d'immatriculation tout en conservant les données et références issues de l'immatriculation initiale. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les 3 membres africains non permanents ont exprimé cette semaine leur vive préoccupation face à la situation au Venezuela. Sans condamner explicitement l'opération américaine, ils plaident pour le respect de la souveraineté du droit international et une sortie des crises menées par le Venezuela eux-mêmes. Les détails dans ces commentaires. Réunis en séance d'urgence le 5 janvier 2026, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est penché sur la crise politique et sécuritaire au Venezuela au lendemain d'une opération militaire américaine ayant conduit à la capture du président Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores. S'exprimant au nom du groupe A3 composé de la République démocratique du Congo, de la Somalie et du Libéria, l'ambassadeur libérien Lewis Brown a adopté un ton mesuré et institutionnel. Les 3 pays africains ont fait part de leurs profondes préoccupations face au développement récent, prenant acte des informations faisant état de la détention du couple présidentiel ainsi que des incidents affectant les institutions vénézuéliennes, sans toutefois désigner de responsables ni formuler de condamnation directe. Alignés sur la position de l'Union africaine, les A3 ont rappelé leur attachement au principe de souveraineté des États, d'intégrité territoriale et de respect de la Charte des Nations Unies. Ils ont également insisté sur l'importance du dialogue, du règlement pacifique des différends et du respect du cadre constitutionnel. Pour les représentants africains, les événements en cours constituent un défi majeur pour la stabilité interne du Venezuela et pour la paix dans la région. Ils ont plaidé en faveur d'une réponse globale et inclusive conduite au niveau national par les Vénézuéliens eux-mêmes avec l'appui constructif de la communauté internationale. En conclusion, le groupe A3 a appelé l'ensemble des parties à la retenue, à la responsabilité et au respect du droit international afin d'éviter toute escalade. Il s'est dit disposé à soutenir toute initiative visant une solution pacifique et durable à la crise. Terminons en sport. La République démocratique du Congo a vu son aventure à la Coupe d'Afrique des Nations s'arrêter en 8e de finale. Opposé à l'Algérie le mardi 6 janvier au stade Prince Moulay Hassan, les Léopards ont perdu sur le score de 1-0 après prolongation. Le rêve continental s'est éteint ainsi aux portes des quarts de finale au terme d'un match qui s'est joué sur de petits détails. Commentaire. L'aventure de la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations s'est arrêtée en 8e de finale après une courte défaite face à l'Algérie. Au stade Prince Moulay Hassan, ce mardi 6 janvier, les Léopards ont cédé sur les scores d'1-0 à l'issue des prolongations dans une rencontre longtemps indécise. Dès le coup d'envoi, les 2 équipes ont affiché une grande rigueur tactique, rendant les espaces rares et les occasions peu nombreuses. Pendant les temps réglementaires, Congolais et Algériens se sont neutralisés malgré une intensité constante et des duels engagés au milieu du terrain. La décision est finalement intervenue dans les ultimes instants de la prolongation. À la 119e minute, Adil Boulbina a trouvé les chemins défilés, offrant à l'Algérie une qualification arrachée sur les fils et mettant fin aux espoirs congolais d'atteindre les quarts de finale. Cette sortie prématurée et tranche avec les parcours encourageants réalisés par la RDC lors de la phase des groupes. Solides et réguliers, les Léopards avaient terminé 2e de leur poule sans concéder la moindre défaite, avec des succès et un match nul nourrissant des réelles ambitions pour la suite du tournoi. Face à l'Algérie, la sélection congolaise a pourtant livré une prestation sérieuse, marquée par une bonne organisation défensive et un engagement collectif constant. Mais, dans un match aussi fermé, l'efficacité offensive a fait défaut, laissant la qualification se jouer sur un simple détail.
La RDC quitte ainsi la CAN dès les 8e de finale, au terme des matchs frustrants, mais révélateur du niveau de compétitivité atteint. Une élimination difficile à digérer qui ouvre toutefois des perspectives pour l'avenir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est par ici que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. Portez-vous bien.